Tu sais qu'avec le casque, tu me fais penser à un Cyberman dans Doctor Who. C'est terrible. D'accord. Non, mais genre, je trouve que la forme du casque, elle ressemble, tu vois, Ah oui, je vois. aux bandes qu'ils ont là au-dessus de la tête. Bon, quand même, on va parler un peu de Full Metal. Full Metal, c'est un peu le but. En plus, j'ai pensé à toi parce que récemment, j'ai 2 amis, dont la dessinatrice c'est pour le manga, qui ont regardé tout Full Metal. Le premier animé, Brotherhood. Eux, ils détestent, tu vois, vraiment le premier. Enfin, ils aiment vraiment pas le premier animé par rapport à Brotherhood. Ok. Et toi, je suis content que ce soit aussi le cas parce que moi, je l'aime bien aussi le premier. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il a des qualités, même s'il est éloigné quand même du. Bah après, c'est obligé parce que forcément, la publication du manga. Mais c'était obligatoire. Elle prenait du retard. Bah ouais. Et vu qu'ils allaient pas polluer avec 36 000 fillers à la Naruto. Et Dieu merci, Boruto, c'est un bon choix. Ouais, c'est le bon choix à faire. Ils ont inventé un scénario qui, je trouve, tient la route, est cohérent avec le manga et peut-être un peu plus réaliste, intimiste, peut-être un peu plus une morale un peu à la fin un peu plus pessimiste, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. En mode oui, la fin elle est vraiment beaucoup plus sombre. Elle est badante en fait, la fin. Que ce qu'on a dans Brotherhood ou dans le manga. Moi la fin franchement elle m'a fait bader. En mode ta pierre philosophale elle sert à rien, ton alchimie elle provient de morts qui viennent d'un autre monde. Ah d'accord. Bon. Mais du coup en plus ils abandonnent un peu mine de rien, pas leur pouvoir, mais l'alchimie. Et ouais, du coup, à la fin de... Tu l'as vu, Conqueror Shambhala, finalement? Ben non, pas encore. Non. Parce que du coup, tu m'en as beaucoup parlé, mais je suis allé voir un petit peu le scénario. J'ai lu un petit peu le synopsis, donc il est quand même assez détaillé. Donc je pense que j'aurai pas énormément de surprises à au visionnage, mais j'ai quand même envie de le voir parce que ça a l'air bien, en fait. Ouais, il est bien. Et ouais, du coup, à la fin, ils abandonnent l'alchimie, quoi. Ils sont dans cet autre monde, et c'est vraiment une fin douce amère, quoi. Parce que... mais finalement... On se dit, c'est peut-être pour le mieux, parce qu'ils ont essayé tout avec l'alchimie, ça leur a fait beaucoup de mal, et même ils ont essayé la pierre philosophale, ils se sont rendus compte que leur pierre philosophale ne servait à rien du tout et tout, et au final, bah là, ils abandonnent l'alchimie peut-être pour une vie meilleure en fait, donc c'est doux amer. Une leçon de morale, hein, presque. Ouais. Bon, alors, est-ce que tu penses qu'il faut résumer le manga où il est tellement populaire qu'il n'y a pas besoin? Parce que quand même, ça a été un grand succès. Ça a été un grand succès, mais... Mais ça fait déjà un petit moment, tu penses? Je pense qu'il a été éclipsé et qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui connaissent pas Full Metal. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai été, pas choqué, j'abuse, mais la dernière fois, tu vois, tranquille, je revenais de la piscine, et dans les vestiaires, t'as un gosse, tu vois, t'avais 2 enfants, ils jouaient, et tu sais, moi, à leur âge, bah, je faisais des références à forcément DBZ, ça c'est le truc qui m'a matrixé, et eux, ils ont fait par rapport à l'attaque des Titans, tu vois. Ils avaient quel âge, les gosses? Et c'était jeune, hein. Ils avaient genre 8 ans. C'est Show Night, ça. Ouais. Et genre, à un moment, il sort, tu vois, genre, il sort Titan cuirassé. Et là, je fais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je vais manger ta mère. Pardon. Tu sais, ça m'a marqué. Eux, ils font la même chose que ce que moi j'ai fait avec d'autres mangas, mais donc avec Shingeki no Kyojin. Pourquoi pas, hein, c'est un bon choix, mais... Ouais, c'est un bon manga, mais c'est... Pour les gamins de 8 ans, tu vois, moi je... Et je me demande s'il a pris la place, tu vois, de manga culte un petit peu pour, justement, la génération là, qui est un peu plus jeune. Ouais, je pense. Hein. Je pense que SNK, c'est un peu le Death Note de cette génération. Tu vois, un peu le manga qui est pas un shonen, qui est un peu sérieux, plus sombre et tout. Je pense que, ouais. Ok. Est-ce que tu le considères purement comme un seinen ou un peu comme un mix shonen seinen? Moi, c'est un peu comme ça. Il y a quand même un petit mix shonen seinen. Ouais, je trouve seinen, aussi. Parce que après le twist à la fin de Eren qui devient méchant, ça c'est clairement bien, pas. Ça c'est pas shonen. Clairement pas shonen. Mais tout le début avec Eren, perso principal, qui a se développe dans l'armée. Voilà, qui est un peu spécial parce qu'il a le titan originel et le titan assaillant en lui. Mais ça fait très shonen. Mais après, à partir de la dernière partie, avec tout le reste, tout la fin, son revirement, là, c'est... D'ailleurs, je trouve qu'on peut faire certains parallèles avec Full Metal, de par la relation avec le père Elric. C'est quoi leur nom de famille déjà? Ouais, c'est Elric. Mais du coup, en fait, dans le premier Full Metal, il s'appelle Hohenheim Elric. Ouais. Et dans l'autre, il s'appelle juste Von Hohenheim. C'est même pas son vrai nom, en fait. Ouais, parce que c'est un pseudonyme. Ouais, c'est le nom que lui a dit l'homonculus, lui a dit tu t'appellerais pas comme ça? Puis il a fait ok. Enfin, le petit être dans la fiole, tu veux dire. Ouais. L'originel. Ouais. Parce que on connaît pas son vrai nom, en fait. À la base, c'est juste l'esclave numéro 23 dans le... Ouais. Donc c'est plus un nom qu'il a pris parce qu'on un acronyme, quoi, ouais. Oui, c'est vrai, très juste. Ouais, c'est vrai, on peut faire une relation un petit peu avec... Je trouve que les deux pères se ressemblent un peu, tu vois, sur certaines choses, ouais. Un peu. Bah déjà, père un peu absent. Ouais. Qui fait des magouilles un peu. Qui fait des magouilles, Alors autant, tu vois,
dans FMAB et du coup dans le manga, il est moins méchant, je dirais, que dans le premier. Parce que dans le premier, vraiment, c'est une ordure. C'est quand même une ordure, tu vois. C'est qui hésite pas à sacrifier les gens pour sa pierre philosophale, qui a fait ça purement pour des intentions vraiment égoïstes, alors que quand même dans le manga, c'est un peu malgré lui qu'il est devenu une pierre philosophale en quelque sorte, et en plus il essaye de le moins possible l'utiliser pour conserver les âmes des habitants d'Exercès, donc c'est moins une ordure. Mais dans le premier quand même, c'est quand même, il est pas sympa. Mais c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre les deux. Moi je pense, tu vois, on va peut-être pas leur résumer tout le manga, mais genre juste dire peut-être le début, tu vois, comment ça commence. Du coup donc c'est un monde fantasmé, mais qui a des ressemblances avec l'Occident du début du XXe siècle, des fois même... Notamment l'Allemagne. Voilà, des rapprochements qui sont assez marqués, avec l'Allemagne si on peut le dire. Et dans ce monde-là, il y a une magie, enfin une alchimie, parce que l'alchimie a vraiment existé, alors bien sûr pas jusqu'à cette mesure, ou alors on n'est pas au courant de tout, mais eux ils sont capables avec les cercles de transmutation de faire des prodiges. Transmuter de la matière, de modifier la matière, exactement. Même de contrôler un peu certains éléments et tout, on y reviendra. Mais ça doit être régi avec des règles quand même très spécifiques, et notamment il y en a une qui est un peu tabou, c'est de ne pas tenter de ressusciter les morts, et si c'est possible, en tout cas la manière de le faire correctement a été perdue. Et en fait les deux jeunes gens qu'on va suivre à travers le manga, ils vont tenter de faire revenir leur mère, ça ce qui se comprend, quand on aime notre maman, on essaye de la garder, et ils vont payer le prix fort. Donc Alphonse, il va perdre son corps totalement, et son frère, il perd d'abord sa jambe, et il sacrifie son bras pour sceller l'âme d'Alphonse, ou c'est l'inverse. Je crois qu'il perd d'abord le bras, et il sacrifie sa jambe ensuite pour sceller l'âme d'Alphonse dans l'armure, du coup, pour qu'il survive. Donc geste assez noble, parce que le gars il a quand même déjà perdu un membre. Oui. Bon, c'est sûr, il s'en tire mieux que son petit frère. Il s'en tire toujours mieux. Mais donc les deux subissent quand même un lourd tribut pour avoir fait cette tentative. Mais ils restent quand même malgré tout très doués dans la pratique de l'alchimie. Des prodiges même, on peut le dire. Des prodiges, Parce que du coup, par leur passage, par cette punition et leur passage dans la porte de la vérité... Voilà, là on va déjà un peu plus loin dans le manga. Mais c'est vrai que le fait d'avoir bravé cet interdit, ça leur permet... de transmuter sans cercle. Ce qui est... Enfin, que à Alphonse. Que à Edouard. Non, Alphonse le fait au bout d'un moment. Mais pas au début, non. Au début, en fait, il se remémore pas. Il a une espèce d'amnésie de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et en fait, vers un moment du manga, il va se remémorer. Et là, pareil, il transmute son cercle. Et c'est à ça qu'on voit du coup les gens qui sont passés par là, qui ont bravé cet interdit. C'est que c'est les seuls à pouvoir transmuter son cercle. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça au début que lui, il est quand même obligé de tracer encore les cercles et tout. Je me souviens, c'est un truc qu'il le fait. Et donc, comme tu l'as dit, grâce à ça, il devient l'alchimiste d'État, le plus jeune, parce que le gouvernement, ils sont pas fous, c'est des gens qui sont quand même assez puissants, donc ils essayent d'en recruter le plus possible pour les avoir dans leur rang plutôt que contre eux. Oui, ce qui se comprend, du coup. Oui, parce qu'ils sont quand même balèzes. Et qu'en plus, ils se basent là-dessus, en fait, pour assouvir quand même leur hégémonie. Puissance, ouais, tout à fait. C'est quand même une militarocratie à Mestris, donc... Et leur force, c'est clairement les alchimistes d'État. Ouais. Au niveau des territoires, donc tu as mentionné le principal, qui est celui où évolue, on va dire, la majorité de l'intrigue. Il y a Qing. Ouais, qui est très inspiré de l'Asie et de l'Empire chinois. Ouais. Il y a... pas continent disparu, mais... Exercès. Voilà, qui est en fait les ruines d'une civilisation un peu antique. Il y a, vers le nord, ils sont en conflit avec... je crois que c'est Créta et Aogeros. Je crois que c'est ça les noms des autres. Il y a deux pays différents dans le nord. Il y a deux pays différents et il y en a un dernier avec lequel ils sont en conflit, là où tu vois où il y a la sœur de Armstrong. De Armstrong. Ouais. Et j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas dramatique, mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est quand même un pays qui est en conflit avec presque tout le monde en fait. Et c'est une contrée. Je crois que le Nord là est un peu très inspiré de la Russie, parce que tu vois des gens avec des chapkas dans Brotherhood, donc inspiré de la Russie, ouais. Ouais, ok, c'est plutôt une bonne base. Donc après, je pense qu'on peut mentionner, c'est que y a eu une guerre qui a quand même marqué le pays, on peut le dire.
Et surtout, ils ont pas été très sympas avec une population autochtone. Ouais, guerre entre guillemets, quoi. Ouais, c'est plus un massacre. Ils disent que c'est un conflit, mais c'est plus de une l'épuration raciale, quoi. Ouais, voilà, c'est carrément de l'épuration ethnique. C'est, ouais, du coup, avec les Ishbal. Voilà. Donc il reste quand même des survivants, hein. Ils ont pas été totalement éradiqués. Je sais pas dans quelle proportion, par contre, il en reste. Genre, ils sont parqués un peu, enfin... J'avoue que je m'en souviens plus. Il y en a très peu, hein. Ouais, il y en a très peu. De mémoire, ouais. Il y en a 3 dans le manga. Ah, ça fait pas beaucoup. De mémoire. Ok. Il y a Scar, il y a l'Ishbal qui travaille du coup avec... Comment il s'appelle? Mais il y en a un qui est dans l'armée. Oui, ouais, oui, voilà, il y en a un, celui voilà, qui est dans l'armée. celui qui est dans l'armée vers le nord, là. Ouais. Et... J'ai oublié son nom aussi. Hein. Moi aussi, je sais même pas s'il est nommé. Je sais pas. J'ai totalement oublié son nom. Mais il est stylé, il a une queue de cheval, il a des petites lunettes comme ça. Il a les cheveux blancs. Exactement, les cheveux blancs, il a du style. Mais j'avoue que... Si, il doit avoir un prénom, je pense. Et sinon, je crois que c'est les seuls Ishbal qu'on voit. Okay. Mais on voit quand même des flashbacks avec le frère de Scar et les autres peuplades, mais sinon, c'est les seuls. Donc tous les autres sont morts. On sait pas. En fait, c'est possible qu'il y ait des survivants, tu vois, mais après, on les voit pas forcément dans l'œuvre. Les persos, disons, principaux qu'on voit. Bon, donc en tout cas, eux, ils ont un peu disparu. Et t'as mentionné un personnage important, c'est Scar, qui lui a décidé de prendre une voie non pacifique pour venger son peuple. Ouais. Et qui recherche en fait les alchimistes d'État pour les abattre. Ouais. Mais en fait, il y a 2 raisons à ça, du coup, dans le manga. Ah si, parce que tu connais mieux que moi. Hein. Déjà, il y a la vengeance de venger son peuple, parce que les alchimistes d'État, du coup, sont les responsables. Ça a été la main armée du... Ils n'ont pas eu trop le choix. Je peux dire le mot sur Twitch? Je pense. Le G-word. Ouais. Du coup, ça a été la main armée du génocide des Ishbal. C'est le mot. Hein, donc, ils recherchent cette vengeance des alchimistes d'État, mais aussi, au début, il dit que c'est parce que l'alchimie est contraire aux lois de la nature, disons, aux principes qu'enseigne leur dieu Ishbala. Donc c'est aussi pour ça qu'ils recherchent à tuer les alchimistes d'État. C'est un peu des hérétiques. Voilà, c'est clairement, c'est un peu des hérétiques, et c'est pour ça aussi qu'ils se contentent uniquement de décomposer la matière, et enfin de juste la détruire, et de pas aller jusqu'au bout du processus de Parce que lui, c'est transmutation. vrai qu'il faut quand même le dire, il utilise en partie l'alchimie pour se battre. Voilà. Mais pas totalement, donc c'est pas vraiment de l'alchimie, vu que sa décomposition, transmutation, recomposition, c'est ça, je crois qu'ils disent ça dans le manga, ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, on l'appelle Full Metal parce que, vu qu'il a perdu son bras et sa jambe, ça a été remplacé par des automai, qui sont un peu une technologie à la steampunk, hein, on va pas se mentir. C'est un peu steampunk, dieselpunk, voilà. Puis des robots. Du coup, son amie de toujours... Elle est capable de réparer d'ailleurs son bras et sa jambe, parce que c'est une mécanicienne, hein, voilà, littéralement. C'est quoi son nom déjà, elle? Elle est tellement anecdotique que je m'en souviens plus. Elle est quand même importante. C'est pas Lisa? Je vais regarder, je suis en train de regarder. Hein. Ah, je me souviens, c'est Mira Armstrong, la sœur de Armstrong, ouais. Après, si on a des doutes, c'est aussi à ça que sert Internet. Winry, wow. Winry Rockbell, dont les parents ont été... Tu veux que je regarde pour être sûr la sœur de Armstrong, ou t'es sûr de toi? Ouais, c'est Mira. C'est Mira et un autre nom Armstrong. C'est un nom composé, mais son nom principal c'est Mira, je crois. Ah, Izumi Curtis, j'avais oublié. Celle-là, elle est stylée de fou. Okwai, elle, c'est bon, je me souviens. Dont les rebelles ont été tués par Scar, il me semble. Oui. Le couple des parents. Tout à fait. Ouais. Alex Louis Armstrong, Olivier Mira Armstrong. Armstrong, ouais, voilà. Olivier Mira Armstrong. Je m'appelle Olivia. Ça aurait été plus logique. Non, Olivier. Olivier. Et une chose qu'on peut dire aussi, c'est que les 2 frères, ils sont à la recherche de la pierre philosophale, qui est un peu le saint graal pour tout alchimiste, parce qu'elle permettrait de faire tout ce que tu veux, quoi. Ouais. C'est un peu le MacGuffin du manga. Hein. Parce que au final, ça prend. Au début, c'est très important, mais après, ça prend moins d'importance face à justement le combat contre le père. Mais du coup, ils recherchent la pierre philosophale pour retrouver. Ils espèrent retrouver leur corps en fait d'origine grâce à la pierre philosophale. Et ils n'ont pas totalement abandonné l'idée de ressusciter leur mère, quand même, si je me rappelle bien. Ou ça, ils se sont dit une fois, c'est cramé, on le refait plus. Ah si, je crois qu'ils se sont dit une fois, c'est cramé, on le refait plus. Ouais. Moi, je croyais qu'ils voulaient encore. Ça fait un moment que je l'ai lu, mais je pensais qu'ils souhaitaient encore le faire. Tu vois, genre si
S'il y a moyen, parce que on a profite. Dès le début, en fait, le truc c'est que dès le début, ils veulent continuer à avancer après s'être fait punir du coup par la vérité. Ça aussi, c'est un truc qu'on peut aborder. Parce que c'est un gros élément du manga quand même, mais la vérité, du coup. Donc, on l'explique. Ouais. On l'explique. Allez, explique-le. Du coup, la vérité, c'est une entité divine, en fait, qui apparaît aux alchimistes lorsqu'ils essayent de ressusciter des gens. Ou du moins de faire un tabou qui respecte pas la règle de l'échange équivalent. Et du coup, c'est cette entité qui va infliger la punition, finalement, aussi bien châtiment physique que psychologique, aux personnes qui essayent de franchir cet interdit, quoi. Est-ce qu'elle a une représentation physique dans le manga, je m'en rappelle? Oui. Ouais. Alors, dans le premier animé, il y a juste la porte, mais dans FMAB et dans le manga, en fait, la vérité, c'est une espèce d'entité un peu brumeuse comme ça, avec le gros sourire. Ouais, le souvenir, je m'en rappelais. Je regarde sinon c'est bon ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle prend un peu la forme de la personne qu'elle a en face d'elle. D'accord. Quand c'est Izumi, par exemple, qui passe devant la vérité, bah c'est une femme. Quand c'est l'homonculus originel, le petit être de la fiole qui passe devant la vérité, c'est une boule. Parce que lui, oui, il a pas de forme. Voilà, mais ça tu vois, j'ai une théorie là-dessus, mais si tu veux, je pourrais... Plus tard, parce qu'on va l'aborder plus tard. Justement, c'est bien, t'as mentionné les ennemis, parce que dès le début, on a un groupe qui nous est présenté, qui essaye de... Qu'est-ce qu'ils essayent de faire exactement au début? Parce que on ne sait pas exactement au début. Ils essayent de tuer les gens. C'est tout, ouais, j'ai c'est l'impression. vrai, ouais. Est-ce qu'ils sont sur les traces directes des deux frères ou pas? Non. Ouais, ils sont pas tout de suite. C'est plutôt les deux frères qui vont les rencontrer un peu. Voilà, exactement. Ok. En fait, je pense que de mémoire, les homonculus, ils servent pour effectuer les massacres aux quatre coins de la Mestris de la même manière qu'Axerces, ouais, voilà. pour que le cercle de transmutation... C'est déjà leur but dès le début. C'est déjà leur but dès le début. Parce que ça, au final, on le saura que bien plus tard, Ouais. mais c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire dès le début. Bah oui, c'est déjà... parce que c'est l'objectif de Père, Ultime, depuis ça quoi. fait 1500 ans qu'il est en train de planifier son plan, le boug. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Voilà, allez, go, let's go. Bon, allez, ouais, quand même. On va le faire. On va s'y mettre le au bout faire. d'un moment. Ah oui, et aussi, ils servent à creuser, en fait. Bah en fait, Oui, ils servent mais à préparer tout ça, le je me plan. rappelle qu'ils creusent le cercle. Ça, c'est Slot qui le fait, il me Ouais, semble. ouais. Mm. Mais au début, on le voit pas, lui, il me semble. Lui, il apparaît, mais vraiment Bien dans plus la tard, toute aussi. fin, et il se fait éliminer très rapidement. Ouais. Mais c'est vrai que si je me rappelle pas, les deux premiers, c'est Envy et Gluttony. Gluttony. Je crois que Gluttony, c'est même le premier qu'on voit. Et expliquons un peu le principe des homonculus. Alors, ouais, du coup, dans le premier animé, c'est plus clair. C'est juste Oui, les... c'est vrai, ouais. Ouais, c'est plus clair, c'est les reliquats des transmutations humaines, en fait. Ouais. C'est ce qui reste derrière la tentative de résurrection. Donc... Ce qui est pas mal. Je sais qu'on en a Ouais. déjà discuté ensemble. Moi, j'aime bien cette l'idée idée, est tu pas vois. mal. J'aime bien cette idée. Moi aussi j'aime bien. Par exemple, Wrath, c'est l'enfant perdu de Izumi. Greed, c'est un des proches de Dante. Si je me souviens bien, c'était genre son valet ou un truc comme ça qu'elle a ressuscité. Slot, justement, c'est le résultat de la tentative des frères Elric de ressusciter la mère. Et après, pour Gluttony, il me semble qu'on a moins d'explications. Je suis pas sûr qu'ils soient tous expliqués. Pour Envy non plus, je crois pas. Je crois que Lust, on a une explication. Il me semble que c'était une Ishbal. Ah ouais? Ça, je m'en rappelle pas, tu vois. Mais ok, peut-être. Je crois. Donc c'est vrai que là, on a une origine qui est claire, on va dire. On sait d'où ça Voilà. Alors que dans le manga ou dans FMAB, c'est moins clair. On sait qu'ils ont tous un rapport avec la pierre philosophale de Père, en tout cas. Ouais. Ça, c'est le truc. Et qui sont tous... ils ont tous une pierre philosophale dans eux, littéralement. Ouais. Voir si c'est pas eux-mêmes... Ça, c'est un concept. Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair. Ouais. Parce qu'en fait, la pierre philosophale peut à la fois être l'objet, mais à la fois un être en entier, tu vois. Genre le Père Hohenheim ou même Pride... Leur corps est composé de pierres philosophales, en fait. C'est une pierre philosophale. Ouais. Mais en tout cas, le truc, c'est que ce qui semble être clair, c'est qu'on nous dit que le père a essayé de se débarrasser de ses péchés humains. Et du coup, vu que c'est la représentation des 7 péchés capitaux, les 7 homonculus, on peut supposer qu'en fait, dans les pierres philosophales qu'il a créées pour créer les homonculus, il a en quelque sorte fait l'incarnation de ces péchés humains. Aussi variés soient leurs origines, ils ont tous cette pierre philosophale qui est un peu l'incarnation d'un des 7 péchés du père. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ça.
Est-ce que t'en as un que tu préfères ou pas? Parce que, par contre, juste peut-être ce qu'on peut mentionner, c'est que la plupart, ils ont quand même un caractère qui est assez propre. Tu sais, ils sont quand même vraiment très différents les uns des autres. Ouais. Bah, déjà, bon, c'est logique parce qu'ils n'ont pas le même péché. Mais il y en a même un qui est un peu un renégat. Genre, qui souhaite. Ouais. Il est stylé parce que. Il souhaite pas travailler avec Père et avec son créateur. Il le méprise et il veut un peu faire sa vie. Et... Moi, j'ai une préférence pour Bradley. Je le trouve très stylé quand même. J'aime bien le. En plus, on l'apprend tard, tu vois. Que... Très tard. On l'apprend tard. Bon, après, c'est un peu pré-shot. Ouais, mais oui, t'as la confirmation assez tard, mais. Tu t'en doutes, genre que sous son cache-œil, c'est sûr qu'il a le tatouage de Homunculus sur son œil, c'est absolument sûr et certain. Et ce qu'on peut dire, c'est que du coup, c'est une des personnes les plus puissantes de l'État, parce que c'est la personne la plus puissante de l'État, c'est le Führer de l'État, le généralissime Führer King Bradley. Et qui en fait, donc, au début on le sait pas forcément, mais il y a beaucoup de corruption donc, au sein même de l'État, et qu'il y a ce rapprochement avec Père, vu que c'est un homunculus qui les dirige. Quoi. Bah ouais, et que littéralement la création d'Amestris se base en fait sur l'arrivée du Père. Oui. Parce que du coup, Hohenheim est parti propager l'alchimie Akshin, et c'est devenu l'élixirologie, et le Père est parti propager l'alchimie dans cette partie du monde et quasiment bâti en fait Amestris au final. Ouais, non, tout juste. C'est vrai qu'on peut vite fait donc mentionner l'élixirologie, qui est un peu le penchant de l'alchimie dans cette contrée qui est inspirée de la Chine. Donc c'est plus avec des décoctions, avec des potions. Ouais, voilà. Un peu tourné vers la médecine. Ouais. Remède traditionnel chinois, hein, on va pas se mentir. Plus qu'avec les cercles de transmutation et voilà. Ouais, mais ils ont une manière de voir aussi l'alchimie qui est différente. Oui. Parce que les alchimistes à Amestris se basent sur, disons, l'énergie tellurique, en fait l'énergie qui provient de la Terre pour faire leur transmutation, tandis que à Qing, ils ont une vision similaire mais un peu différente. Ils voient ça comme une sorte de flux, comme une rivière qui s'écoule, le flux du dragon. Ouais, non mais oui, du dragon. On est presque dans le Chevalier du Zodiac, quoi, le cosmos. Le cosmos, ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Et du coup, ça leur permet parfois de faire des transmutations à distance, de soigner des blessures directement avec de l'alchimie. Donc voilà, c'est une vision un peu différente, il y a des utilités différentes. Et ils apprennent aussi à détecter ce flux du dragon. Il y a des personnages qui... je me rappelais pas, tu vois. Bah, tu vois les espèces de ninjas, là. Ah oui, c'est vrai. Qui ne sont pas alchimistes, mais qui détectent le flux du dragon, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils détectent qu'à Amestris, il y a un truc bizarre avec le flux du dragon, en fait. Qu'il est un peu corrompu, ou... Oui, parce que du coup, ça, je sais pas si on y reviendra après, mais parce que du coup, en fait, à Amestris, les transmutations ne se font pas directement à partir de l'énergie de la Terre, mais vu qu'il a Père a tout un réseau de câbles, en fait, à travers l'État, c'est lui qui utilise l'énergie de sa propre pierre philosophale pour la distribuer dans chaque transmutation des alchimistes, à travers Amestris. Tous. Ça, je me rappelais pas non plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement vieilli. C'est parce que du coup, il a une utilisation de sa pierre philosophale qui est plus importante que celle de Hohenheim. Il l'a pompé. Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'à la fin, quand ils se combattent, il peut couper l'alchimie des alchimistes en un claquement de doigts, parce qu'en fait, il contrôle le flux, en fait, parce que c'est de là que provient l'énergie alchimique. Mais est-ce qu'il y a quand même un flux... En fait, pourquoi, tu vois, est-ce qu'ils sont forcés d'utiliser donc l'énergie qui provient de la pierre philosophale de Père et pas forcément l'énergie de la Terre? Parce qu'en fait, justement, entre la Terre et, disons, la surface, il a isolé, il a fait genre une espèce d'isolation. Bah en fait, il y a des câbles partout, on le voit, il y a des sortes de tuyaux. Et ça isolerait des forces de la Terre? Bah ça sépare en fait les forces les forces de tellurique du reste d'Amestris, et vu que c'est dans les sous-sols de tout Amestris, chaque transmutation se base en fait sur l'énergie de Père. Et du coup un favori alors dans les homunculus? Ouais, Vras. Et Grid aussi parce que... Ah, il a du style. Hein, Bradley et Grid, parce que j'aime bien Grid et j'aime bien sa combinaison avec Liu Shan, là, non. Enfin, non. Le sous-empereur, le vice-empereur, le prince de... Comment il s'appelle? Tu veux que je regarde vite? Ling, je crois que c'est Ling. Ouais, c'est Ling. Ouais. C'est vrai que, donc, du coup, Grid, il se fait éliminer assez vite, mais après, il revient dans le corps de ce fameux prince. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, je trouve que ça marche bien. Il marche bien, ouais. Ouais, que sa personnalité, elle soit partagée comme ça et tout, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais chaque péché, chaque homunculus meurt de son péché. Non, j'avais pas fait gaffe. T'avais pas fait gaffe? J'en regarde Slot,
J'allais dire slut. Non, pas vraiment la même chose. Non, Lust, elle se fait tuer par un bel homme, tu vois, par Mustang. Elle se fait, alors que c'est une chasseuse d'hommes, d'habitude. Et là, elle se fait tuer par un belâtre, tu vois. Gluttony, il se fait manger par Pride. Pride, il meurt sous la forme d'un bébé, qui est la forme la moins propre à l'ego, en fait. La plus pure, quelque part. C'est sûr, quand t'es la fierté, bah oui, et que t'es un petit nourrisson, un bébé, c'est pas ouf. Pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est Bradley, qui est la colère, et qui se fait tuer par Scar, qui est un personnage qui est rempli de haine, de vengeance et de colère. T'as Envy, qui a envié les humains et qui meurt sous la forme d'une espèce de petite larve un peu reptilienne, repoussant, quoi. Un peu repoussant et pas du tout humain, et qui se fait tuer par des humains. Et c'est vrai qu'elle les méprise. Oui. Ça, clairement, durant tout le manga. Mais il les méprise parce qu'il y a une sorte d'attraction-répulsion, en fait. Il les méprise parce qu'il les envie. Il est jalouse. Il est jalouse. Tu as Slot qui meurt en s'endormant, en fait, presque. Parce que pourquoi il meurt? C'est parce qu'il a le truc planté, il a une sorte de pieu planté en plein milieu de la poitrine. Mais vu qu'il a la flemme, qu'il est paresseux et qu'il n'a pas envie de se relever, bah, il fait que se régénérer et remourir en boucle. Et du coup, au bout d'un moment, il a plus assez d'énergie, il épuise sa pierre et du coup, il meurt. Et donc, Greed, qui faisait tout par intérêt pour lui-même, finit par se sacrifier pour les autres. Elle est forte. C'est bien foutu, hein. Elle est très forte. Hein. Au fur et à mesure du manga, on les découvre, on les a pas tous au début. C'est bien quand même d'en avoir parlé. Le plus tardif qu'on découvre, je crois que c'est Slot. Ah, je pense aussi. Hein. Il y a d'autres alchimistes d'État, hein. Il est pas tout seul. Edouard et... Enfin, ils sont pas tout seuls. voilà notre super puissance. Il est tout seul. Mais par contre, on sait pas exactement combien il y en a. Le gouvernement doit posséder une liste, mais en tout cas, nous, on l'a jamais vraiment sous les yeux. Parce que... Combien ils sont? On sait même pas vraiment aussi. On sait pas, et puis on en voit beaucoup des... On a vu, tu vois, celui qui maîtrise l'argent, par exemple, qui a plein de sérieux de transmutation. Il y a celui qui fait de la glace au début, d'ailleurs, qui se fait détruire par Scar. Qui se fait détruire par Scar, mais qui met Edward et Alphonse sur la piste du fait qu'il y a quelque chose de bizarre à Mestris. Il y a Kimblee, qui est un vétéran, qui est un criminel de guerre, du coup. Super personnage. Il est super stylé, j'aime beaucoup. Roy, forcément. Roy, c'est mon perso préféré, perso. Il est le GOAT. Il est incroyable, c'est le GOAT ultime. Il a de la classe. Ouais, il est insane. Il est puissant. J'ai rematé il y a pas longtemps la scène contre Envy. Elle me hérisse les poils. C'est un truc de ouf. Et Armstrong. Il y a Armstrong qui est super cool aussi. Ouais, qui est très très personnage attachant aussi. Hein. Ouais, super marrant. Il est drôle. Je sais pas si t'avais vu la parodie de Retake. Non. Elle est hilarante. Sur Armstrong? Ouais, bah sur Full Metal. Ah, sur Full Metal. Et dedans, Armstrong, avec la vraie voix de Benoît Alman, il est hilarant. Il est hilarant. Enfin ouais, bon personnage. Très bon personnage. Mais c'est vrai que tu vois, il y en a pas tant que ça. Genre je pense qu'il y en a une dizaine qui sont dans le manga, pas plus. Il y a celui aussi qui crée des canons. Je sais pas si tu vois duquel je parle. Il maîtrise le métal et il crée des espèces de canons, voilà. Ok. Mais je pense que du coup ça laisse la porte ouverte au fait qu'il y en a d'autres que ce qu'on voit. Mais en tout cas on n'en voit pas tant que ça. On n'en voit pas tant que ça. Ça pourrait être plus. Mais ceux qu'on voit ils sont stylés. Vachement stylés, surtout Mustang. Surtout Mustang. Mustang et Kimblee pour moi c'est les deux plus intéressants. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Kimblee justement? Ouais, carrément. Du coup c'est quoi son concept d'alchimie à lui? Son concept d'alchimie c'est un peu la répulsion, je dirais. C'est-à-dire que si on regarde les cercles de transmutation qu'il a dans sa main, il les a tatoués. Il les a tatoués sur la main, ce qui du coup rend son alchimie plus forte parce qu'il n'a pas besoin de tracer de cercle ou quoi. Parce que lui, il n'a pas vu la vérité. Non. Donc il est obligé quand même d'avoir d'une manière ou d'une autre un cercle. Mais en fait, son alchimie, elle se base sur... Ces cercles de transmutation, c'est en gros, tu as le triangle alchimique de l'eau, avec le symbole du soleil dans une main, et dans l'autre, le triangle alchimique du feu avec le symbole de la lune, qui sont du coup des symboles opposés. Et en fait, son alchimie, quand il claque des mains, c'est pour ça qu'il les a tatoués dans la paume de sa main, ces deux symboles qui sont contraires, chaque symbole sont contraires l'un à l'autre, vont créer une déstabilisation en fait, et quand il va le mettre dans la matière, ça va tout faire péter. En fait, c'est ça, hein, c'est l'alchimiste écarlate. Ouais, c'est ça. C'est stylé en plus. C'est très stylé. Mais du coup, ouais, il fait tout péter, globalement. Ouais, c'est ça son style. C'est à la base d'explosion. Ouais. C'est à la base d'explosion. C'est efficace, on peut pas dire. Plus efficace que celle de Mustang, mais moins maîtrisée. Ouais. Parce que... Vas-y, Mustang, oublie aussi,
vu qu'il a pas de tatouage, lui, il utilise ses gants. Il utilise ses gants, où il a des sacs de transmutation. Apparemment, on suppose que l'alchimie de flamme est une alchimie très précise. Et puissante. Qu'il a hérité du coup du père de sa camarade, le sergent Hawkeye. En fait, elle se base sur la matière abrasive de ses gants, qui va créer une étincelle, mais là où va entrer en jeu son talent d'alchimiste, c'est qu'en fait, il va manipuler la matière de telle sorte à créer un faisceau d'oxygène très très précis, jusqu'à une bulle d'oxygène, parce que du coup l'oxygène c'est inflammable, et au moment où il va créer son étincelle, l'étincelle va se propager à travers le faisceau d'oxygène et va tout faire péter. Enflammer, voilà. Ouais. Ce qui lui permet du coup de faire à la fois des explosions qui sont parfois super dévastatrices, ou très précises. Ou très très précises, comme on peut le voir quand il est contre Envy, où il est dans un tunnel, et que pourtant il déstabilise pas du tout la structure, voilà. Ce qui aux alentours. Là où, par exemple, un Kimblee, il n'a pas cette possibilité de précision. surtout Kimblee, quand il a une pierre philosophale, où il est encore plus dévastateur. Ouais. Ce qui a été le cas pendant le massacre, pendant le génocide des Ijbal, où lui, chaque alchimiste d'État avait une pierre philosophale qui leur permettait d'être encore plus dévastateur. Et on voit notamment Kimblee qui est... c'est un monstre. Ouais. C'est un monstre, le mec-là. Voilà... Puis, par contre, est-ce que c'est expliqué d'où ils tirent leur pierre philosophale quand ils sont en train de génocider ou pas? Ouais, okay. C'est le professeur Marco, je sais pas si tu vois. Non. Le petit avec les cheveux courts qui à un moment est défiguré. Là, ça me rappelle. Non, tu vois pas? Non. En gros, c'est Marco qui, dans le... Il y a un moment, ils vont faire une sorte de mission dans le complexe... je sais plus combien... Oui, ça je m'en rappelle. Tu vois, oui. C'est là en fait où le professeur Marco faisait ses pierres philosophales à partir de prisonniers et d'Ishbala. Tu vois, tu te souviens? Je me rappelle. Mais c'est des fausses un peu, enfin, c'est pas des pierres parfaites. C'est pas des pierres parfaites, c'est des pierres provisoires pour... je me rappelle très bien. Voilà, c'est quand même les deux plus stylés, Kimblee. Et les deux plus puissants, je trouve. Et d'ailleurs, ce qui est stylé avec Kimblee, et ce que j'aime bien dans son caractère, c'est que c'est un gars qui roule pour lui, dans le sens où au début tu penses qu'il travaille pour le gouvernement, mais en fait très vite tu te rends compte que c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Ouais. Et ça le met à part aussi des autres personnages, et c'est une qualité. Il est fou. En fait. Il est fou. Il est un peu malade. C'est un malade mental. C'est un sadique aussi. Ouais, il prend plaisir à faire souffrir. Il prend plaisir à faire ça, c'est un gros sadique. Mais à la fin, il a une rédemption quand même. À la fin, il se fait pas bouffer par Pride. Ouais, mais il les aide de mémoire à la fin, non? Je suis plus sûr, tu mets un doute. Ok, bon, à vérifier. Mais après, c'est possible. C'est possible qu'elle soit restée carrée dans son personnage et qu'elle l'ait pas dévié d'un pouce. Parce que ça se prêterait à sa personnalité. Mais je crois que par contre, à la fin, il se fait manger par Pride. Ok. Je crois que c'est sa fin, il me semble. Bon, on vérifiera. Ça, on est plus sûr à 100%. Je suis plus sûr à 100%, ouais, c'est la fin de ce personnage, je sais plus. Est-ce qu'on... allez, dernière peut-être alchimiste, mais du coup pas d'état, mais importante, Izumi Curtis. Ouais, est-ce qu'on lâcherait pas un petit mot aussi parce qu'elle a un rôle prépondérant. Elle a un rôle, ouais. Du coup, c'est la maîtresse de Edouard et Alphonse, ouais, c'est la sensei de Edouard et Alphonse, qui, elle, pour le coup, a vu la vérité. Aussi. Qui a fait cette erreur, et d'ailleurs qui les a mis en garde. Qui les a mis en garde et ils ont pas écouté, c'est elle qui leur a appris l'alchimie. C'est assez stylé toute cette phase d'entraînement aussi. Ouais, carrément. Très stylé. Qui du coup a essayé de ressusciter son enfant et qui a perdu ensuite la possibilité d'enfanter à nouveau. Perdu des organes. Ouais. Elle a perdu des organes, on suppose que c'est quand même un utérus parce qu'on nous dit qu'elle a perdu la possibilité de ravoir des enfants. Et puis je me rappelle que plusieurs fois elle est un peu malade. Elle tousse du sang, voilà. Et c'est elle qui apprend le truc de un et tout n'est qu'un, cette espèce de cycle de l'alchimie, un speech que la vérité fait d'ailleurs, qui est un peu la morale un peu de l'œuvre, enfin le truc du cycle de la vie, quoi. Ouais, c'est propre un peu à ce qu'était l'alchimie, aussi ce qu'on peut retrouver dans le yin et le yang chinois, voilà. Puis se retrouver la nature, parce que l'alchimie réelle, quand même, est une grosse inspiration de Fullmetal Alchemist, forcément. Bien sûr, forcément. Mais l'alchimie réelle, elle propose quand même de se connecter à la nature et de découvrir, en fait, la connaissance du monde et d'apprendre le monde, en fait. Et que c'est comme ça qu'on en arrive à la pierre philosophale. Elle a pas... non, elle a pas d'automaille. Hein. Non, elle en a pas. Non. Ouais. Elle est puissante, ça on le sait, mais du coup elle est un peu elle vit retranchée, genre elle veut pas avoir affaire à l'État, voilà. Elle a refusé, je crois, la proposition de devenue alchimiste d'État.
Elle a un style bien à elle, très sophistiqué, elle crée des armes, notamment beaucoup. Oui. Et elle crée des armes très détaillées, très sophistiquées avec son alchimie. Assez drôle en plus, quand... Genre je me rappelle quand elle punit, entre guillemets, les deux frères, alors justement à base d'armes et tout, ça, c'est marrant. Le manga, il est sombre quand même, on peut le dire, il est assez mature, mais il y a aussi quand même un peu des trucs comiques, notamment les interactions entre Edward et Winry. Elles sont souvent assez drôles, parce que les deux, ils cherchent un petit peu. Les interactions entre le mari d'Izumi Curtis et Armstrong, qui sont à incroyables. Mourir de rire. Celles-là, elles sont incroyables. C'est vraiment deux gigachats qui sont... Muscle, bodybuilding. C'est hilarant. Elles sont vraiment très drôles. Et aussi, quand Izumi, c'est pas qu'elle se défoule, mais quand ils font de la merde, elle les engueule souvent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu une mère de substitution, en fait, pour les deux, finalement. Tout à fait. C'est vrai que les deux sont quasiment orphelins. Hein. Bah ouais, clairement. Parce que leur père, il est parti, en fait, avant la mort de leur mère. Ouais. Et leur mère est morte. Et du coup, concrètement, ils sont orphelins, ils se retrouvent sans parents. Ils vont habiter chez Izumi, il me semble. Oui, tout à fait. Du coup, voilà. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Edward et Alphonse ont repris ce style d'alchimie de Izumi. Ouais, mais ça, on va dire, c'est assez logique. C'est assez logique. Ils font des armes très détaillées, notamment Edward. Et ils ont le même symbole, qui est le caducée de Flamel, qui est un vrai symbole alchimique pour le coup. Parce que les caducées, c'est un symbole qui d'abord a été le symbole des alchimistes et ensuite devenu le symbole des apothicaires. Oui. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on le retrouve sur les pharmacies, et les sages-femmes, et c'est vrai qu'ils ont ça, exactement. Les médecins, tout le truc du serpent qui vient du bâton d'Asclépios et du caducée d'Hermès, et qui sont devenus le symbole des alchimistes dans la vraie vie pour le coup. Petite anecdote sympa, on voit qu'elle a fait des recherches. Elle a bien taffé le sujet. Tous les cercles de transmutation sont plausibles avec de véritables symboles alchimiques. C'est cool. Ça, c'est quand on a un sens du détail comme ça. Et sont logiques aussi. Ouais. Comme celui de Kimberly, par exemple, qui peut être expliqué, comme celui de Mustang aussi. Très bon exemple aussi. Je pense que, donc on a dit que l'État était quand même... Dès le début, on sent qu'il y a un problème, qu'il est assez corrompu. Ouais, on sent que l'État est bizarre, quoi. Ouais, ils sont pas sympas, en fait. Dès le direct, on sent qu'ils sont pas sympas. Ouais. Mais on sent qu'il y a une branche, qui est notamment représentée par Mustang, qui commence quand même à avoir un certain grade, qui aimerait faire changer les choses. Et par Hugh aussi. Voilà, je voulais y en arriver. Parce que c'est un personnage qui est quand même aussi important dans l'œuvre. Même s'il va très vite se faire mais justement, mais c'est il est parce important. qu'il se fait zigouiller qu'il est important. Et c'est un moment émotionnel, on va dire, quand même. Genre, qui n'a pas été quand même un peu attristé par sa mort? Surtout la scène rentrons il pleut avec Mustang. Moi j'ai retenu des larmes. Non, franchement, non, ça marche. Franchement. Et n'empêche qu'elle goûte Hugh, parce qu'en fait, il a pré-shot tout le plan de père. Voilà, il a pré-shot beaucoup de choses. Dès le début du manga, en fait. C'est de la même manière que le frère de Scar avait tout pré-shot aussi. Oui, balèze aussi. Hugh avait tout compris, alors que c'était, tu sais, le gentil bonhomme qui montrait des photos de sa fille. Et j'aime beaucoup sa relation avec Mustang, pour le coup. Incroyable. Elle est incroyable. Parce que lui n'est pas un alchimiste, ça il faut quand même le dire, c'est un soldat normal. Et d'ailleurs c'est pour ça que, il est héroïque, il va essayer de se défendre, mais face à un homunculus, il n'a pas énormément de chance. Et surtout, il va se faire exploser, surtout l'homunculus prend sa faiblesse, parce qu'il aime beaucoup sa famille, Hugh, et l'homunculus se transforme, du coup c'est Envy qui a la capacité de métamorphose, et il se transforme en sa femme. Et il le tue, transformé en sa femme. C'est horrible. Donc, c'est atroce. Mais il a fait ce qu'il a pu, quoi. Mais le GOAT, parce qu'il a tout vu. Et là encore, on retrouve ce truc, c'est Urakawa qui a écrit le manga. La mangaka? Ouais, c'est Urakawa, je crois. Hein. Ouais, il me semble. Arakawa. Hiromu Arakawa. Et là où elle est très forte, c'est que là encore, le personnage meurt parce qu'il aime le plus. Tu vois, c'est sa femme. Il y a toujours cette relation, comme tu l'as toujours ce truc de ce petit écho qui se retrouve aussi d'ailleurs dans la vérité quand les gens se font punir. Si tu veux, on en parlera un peu plus tard. Ok. Donc Hughes et le lieutenant Hawkeye, qui est quand même aussi important. Franchement, moi j'avais envie d'avoir un ship entre le lieutenant Hawkeye et Mustang. Qui n'avait pas envie? Tu sais que j'ai retrouvé dans mon téléphone des fanarts de ship entre Hawkeye et Mustang. Alors, je suis pas allé aussi loin parce que je savais pas dessiner, mais forcément, ça te sent. Je pense que la scénariste ou l'autrice, elle le sait, tu vois. Ouais. Elle sait que elle va jouer là-dessus avec les spectateurs et que elle va faire
comme s'il y avait une relation qui se développe, mais elle va te le retirer. Tu vois le moment où Mustang voit Hawkeye je crois qu'elle est en soutien-gorge et que du coup elle voit tout son dos et qu'il voit que son dos est brûlé, c'est un moment qui tu vois, c'est un moment qui est presque érotique entre les deux personnages. Mais hop, on te l'enlève, en fait. On enlève ce côté-là. Mais la relation, elle est bien aussi entre les deux persos-là. Parce qu'elle, c'est un peu le garde-fou de Mustang. Dans le sens... Je pense que s'il avait pas... Bon, Hughes d'une part et Hawkeye de l'autre, ça aurait pas été le même Mustang. Il aurait pu basculer dans... il aurait pu basculer dans un comportement un peu à la Scar. Ouais. Tu vois, notamment pour la mort de Hughes, quand il va la venger. Cette scène, elle est... incroyable. C'est la meilleure scène de Full Metal, je pense. Je pense aussi. C'est la plus forte émotionnelle. En plus, tu sais que Mustang, il arrive, il va pas rigoler. Parce que déjà, en fait, il a retrouvé qui a tué son meilleur ami. Ouais. Et en plus, là, Envy est en train d'essayer de tuer Hawkeye. Donc là, tu touches aux deux choses, en gros, qui le marquent. Bah ouais, parce qu'il a rien d'autre qui lui tient il aime bien aussi les frères, même si des fois, il leur met des petites tapes derrière la tête. Mais là, tu es sûr que Envy va passer un très sale moment à ce moment-là. Il va déchaîner son alchimie, qui est considérée comme une des plus puissantes, et le résultat, bon voilà quoi. C'est pas considéré comme le plus puissant alchimiste il me semble que si. Je crois, hein. Oui, je crois que c'est celle qui est la plus noble, la plus puissante. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de son objectif, mais il veut devenir chancelier. Ouais. Il veut être à la tête d'Amestris. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, c'est comme j'ai dit, s'il avait pas Hawkeye et Hughes, il aurait peut-être été dévoré par l'ambition, et tu vois, ça lui donne vraiment un côté humain, et ça lui rappelle qu'il n'y a pas que aussi le pouvoir, l'alchimie. Et tu vois ça, je trouve que c'est un très bon personnage là encore, parce que du coup, c'est un peu de la même manière que, tu vois, on avait appris en écriture scénaristique que les personnages secondaires sont faits pour humaniser le perso là. Et là, pour le coup, ça marche très bien en fait. Ça marche très bien. Voilà, donc là je pense qu'on a fait déjà allez, peut-être, donc Armstrong, c'est un ami qui est alchimiste d'état de Mustang, qui aime beaucoup les frères pour le coup, et qui les soutient beaucoup, il les suit, qui est très drôle. Et il a une grosse moustache, des gros muscles, il est chaud, il a juste une petite mèche blonde là. Ça n'a aucun sens ça d'ailleurs. Sa sœur est aussi dans l'armée, pas mal gradée, donc elle s'occupe d'une base dans le nord, il y a tout un arc qui se passe là-bas. Voilà, elle est un petit peu genre, elle a sa propre unité et genre elle est un peu en autarcie, genre ils sont tellement loin et dans des conditions tellement difficiles qu'elle suit pas tout à fait les ordres et tout, c'est la maîtresse. Oui, quoi. Bah oui, clairement. C'est eux qui protègent un mur qui sépare avec les pays du Nord. Qui sépare Amestris des pays du Nord. Donc j'ai encore oublié le nom. Ouais, moi aussi. C'est pas grave. En vrai, tu te tortures pas pour ça. Je l'ai pu. Mais c'est un truc, c'est un nom bien connoté russe, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, je crois. Ce qui est cool, c'est qu'elle aussi, elle est pas totalement à la botte du gouvernement, et on voit que, de toute façon, c'est assez réaliste là-dessus. Il y a des problèmes dans cet état, mais que même dans le gouvernement, il y a des gens qui essayent de faire mieux, d'améliorer les choses. Grappiller, mais que c'est compliqué. Aussi en même temps, ouais, c'est vrai. Donc, je pense que c'est la même chose en réalité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Armstrong, même s'il est hyper baraqué et tout, il a un caractère un peu à contre-pied, qui est très émotif et très rigolo, tandis que Mira, c'est une brute de décoffrage, elle est froide comme un glaçon, elle colle parfaitement avec son environnement, quoi, parce qu'elle est dans le pôle nord d'Amestris, mais son caractère c'est la même chose. Mais pour le coup, elle est vachement stylée, je trouve. Et elle va aider dans une certaine mesure aussi les frères, comme son frère d'ailleurs. Très bonne épéiste aussi. Très bonne combattante, une fine stratège dans l'œuvre, elle est balèze. Elle est très balèze. C'est une badass. Mais de toute façon, toute la famille des Armstrong, de ce que j'ai compris, est quand même ultra badass. Ce qu'on peut dire pour King Bradley aussi, c'est qu'il est considéré comme la meilleure épéiste du manga. Et il est balèze aussi. Il est très balèze. C'est le seul homunculus qui était un humain, parce que du coup, il s'est fait injecter de la pierre philosophale en fait en intraveineuse. Concrètement, c'est ça. Il s'est fait injecter de la pierre philosophale. C'est le seul sujet de test qui a survécu à l'injection d'une pierre philosophale sur un humain. Est-ce qu'on sait pourquoi il a survécu lui et pas les autres ? Bah en fait, je crois que dans le manga, c'est dit parce qu'il avait la rage. La rage de vivre. Et que c'est ça. Et du coup, ça va aussi bien avec son péché de la colère. Ce que je trouve très stylé avec Bradley, c'est qu'il a une colère froide, tu vois. Ouais, c'est pas une colère explosive. Exactement. Ça aurait été un peu cliché. Ouais. Et là, c'est vrai qu'elle l'utilise différemment. Il y a un moment qui m'a marqué avec Bradley, c'est qu'à un moment, je crois, on lui annonce une mauvaise nouvelle avec les frères Elric qui ont fait un truc, et il tient sa tasse de thé, et elle commence à trembler comme ça. Et tu ressens la colère, mais qui est en retenue vraiment de fou. Et j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai plus aimé le Bradley là, je pense, que le Bradley du premier animé. Qui,
pour le coup, n'est même pas le même péché dans le premier animé. Oui. C'est Pride dans le premier animé. Ce qui marche aussi. Ça marche. La fierté, ça peut marcher Ça aussi peut pour aussi quelqu'un qui est à la tête de l'État. Ouais, exactement. Mais ouais, bon après. Mais je trouve que il est mieux, je trouve, celui de FMAB, celui du manga, du Bradley. Avant peut-être d'aborder justement le côté théorique et tout, est-ce que parmi les différents arcs du manga, est-ce que t'en as un préféré? Genre un moment préféré? Vas-y, toi t'en as un? Je réfléchis, hein, c'est dur comme question. Seconde. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas de filler, donc c'est Non, difficile de séparer les arcs. Oui, beaucoup plus difficile. Tout est en continu en fait. Ouais, beaucoup plus difficile que dans certains mangas. Bah ouais, je pense quand même que l'entraînement des frères, j'avais beaucoup aimé. Et je pense que toute la partie qui explique en fait ce qui s'est passé à Xerès. Moi aussi, c'est ce que je voulais. Ouais, c'est celle-ci que j'ai. En fait, elle te donne les clés. Donc en fait, à partir de là, tu comprends beaucoup mieux tout ce qui s'est passé et forcément, bah tout prend son sens. Moi aussi, j'aime beaucoup cette partie-là. En plus, j'aime bien parce qu'elle joue avec des légendes comme celle de l'Atlantide, tu vois, une civilisation disparue. Et puis c'est stylé en fait. Ouais, et puis tu vois un peu les débuts de l'alchimie en fait. C'est à une époque où l'alchimie est assez balbutiement. Du coup, ouais, et puis voilà, je pense que je pourrais aborder cette hypothèse si on revient un peu sur les théories et tout, mais il y a aussi tout le truc de la création de l'homonculus originel, du père, et tu comprends pas trop pourquoi, d'où il vient et tout, parce que pour le coup, lui ne provient pas d'une pierre philosophale. Non. Ça, j'ai une hypothèse là-dessus. Mais si je me trompe pas, ils ont créé donc le petit être dans la fiole qui va devenir père avant de faire le cercle de transmutation massif qui va tous les tuer. Bah oui, parce que c'est le père qui va c'est le petit être de la manipuler, fiole voilà. Qui va les mettre sur la piste de justement créer ce cercle de transmutation parce que le roi de Xerxès est omnubilé par le fait de devenir immortel. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'ils expliquent, tu vois, je me rappelle plus d'où il vient le petit être? Non, pas mais vraiment. C'est là où c'est intéressant. Bah vas-y, je te laisse la place pour une Il y a un dialogue, c'est à la toute fin, quand le petit être se retrouve devant la vérité, à la toute fin. Il y a la porte de la vérité qui s'ouvre et le petit être de la fiole, il dit non, je ne veux pas y retourner. Donc en fait, l'hypothèse la plus répandue, qui est sur les forums et tout, c'est que en fait, le petit être de la fiole, c'est un morceau de la porte de la vérité, une petite partie de la vérité, qui s'est fait détacher et dont on a utilisé le sang de l'esclave numéro 23, donc de Hohenheim, comme tribut en fait à la vérité, comme échange équivalent, voilà, pour avoir cette petite partie de la vérité. Et qui serait allé la chercher, tu vois, c'est parce que ben il a un maître, du coup l'esclave numéro 23, on le voit, il a un maître qui est alchimiste et donc ça serait à travers un cercle de transmutation en fait. OK, ce serait juste du sang. C'est pas une partie, un membre du corps. Non, c'est juste du sang. Parce qu'il a un bandage sur la main, je crois, l'esclave, ou sur le bras. Il a un petit bandage. Ok. Donc du coup, théoriquement, ça pourrait être reproduit. On pourrait le reproduire à nouveau, cet échange. Ouais. Mais ça n'est pas vraiment abordé. Théoriquement, oui, mais c'est pas abordé. Okay. En fait, c'est vraiment ce dialogue, je veux pas y retourner, et puis en plus, il y a beaucoup de similitudes quand même entre l'apparence originelle du père, il a le même sourire que la vérité, il a un œil qui ressemble énormément, les bras, c'est les mêmes que les espèces de tentacules là, qui sortent de la porte, et voilà. Par contre, tu vois, je trouve que ça fait un tribut assez léger, genre un peu de sang, et hop, t'as une part de la vérité, c'est presque abusé, non? Bah en fait, c'est à une époque où l'alchimie, tu vois, elle est vraiment assez balbutiement, donc c'est un peu de sang humain contre donc un tribut matériel, un tribut génétique, disons, pour avoir une partie vivante des connaissances de la des connaissances qui sont à l'intérieur de la porte, tu vois. C'est pour ça que le petit être de la fiole, il en connaît autant sur l'alchimie dès son arrivée, en fait. Ça serait expliqué parce que c'est une partie de la porte. Donc, si on résume Xerxès, vite fait, il va donc manipuler l'ensemble des alchimistes de cette population pour qu'ils fassent un cercle de transmutation énorme, sauf qu'ils savent pas que l'échange à faire contre cette vie immortelle, en fait, c'est eux-mêmes, leur vie à eux, de toute la en fait, il va surtout manipuler le roi. Oui, surtout le roi. En fait, il va demander au roi de faire un cercle de transmutation énorme et de commettre des massacres à des points précis de ce cercle à travers le pays, en disant au roi que, à la fin, il aura l'immortalité. Le point central, ça sera là où il est. La ville, quoi. Ça sera, ça sera le trône du roi, carrément, parce qu'ils ont fait construire le trône du roi à l'endroit là. Sauf que dans la salle où se déroule cette cérémonie, en fait, l'homonculus originel a manipulé tout le monde, et le point central, c'est
là où il se trouve lui Sa petite fiole, quoi. et Hohenheim aussi, parce que quand même il a une sorte de reconnaissance envers Hohenheim. Il l'aime bien. Il l'aime bien, enfin c'est son seul ami au début, c'est grâce à son sang qu'il est en vie. Et là il y a un truc un peu tricky qui se passe, c'est que du coup toutes les âmes de Xerxès vont être aspirées dans une seule et même pierre philosophale. Je crois que c'est combien? Je crois que c'est 800 000 Je ne me rappelle pas. âmes, parce qu'ils en ont 400 000 chacun à peu près. Ok. Et en fait, le truc, c'est que ils vont passer, il me semble, à travers la porte de la vérité, et que leurs corps vont se recomposer en tant que pierre philosophale. Enfin, et leurs corps vont être composés en pierre philosophale. Et du coup, dans le corps de Hohenheim, il y a 400 000 âmes, à peu près. Et du coup, juste, ça veut dire que c'est à ce moment-là aussi où le petit être de la fiole il retourne dans la porte. Non, c'est à la fin. Pas. Oui, mais alors là, tu viens de dire que... Là, c'est tricky, tu vois. Parce que là, on sait pas trop. Parce qu'il y a l'œil qui apparaît, tu vois, comme dans une transmutation humaine. Et je sais pas. En tout cas, à la fin, tricky. Les deux ont la moitié des âmes. Voilà. Et le petit être de la fiole a un corps qui est exactement le même que Hohenheim, parce que du coup, il a utilisé le matériel génétique qu'il avait en lui pour... Oui, c'est logique. Pour recréer son corps, voilà. Attends, je suis en train de réfléchir, parce que c'est vrai que... Parce que la porte s'ouvre, la porte de la vérité, parce qu'il y a, tu vois, il y a l'œil géant... Est-ce qu'ils vont à l'intérieur? Je crois qu'en fait, il utilise le sang de Hohenheim qu'il a en lui comme tribut, pour respecter l'échange équivalent. Ok, mais il retourne pas dans la porte. Il retourne pas dans la porte. Et Hohenheim non plus. Mais juste, en fait, le truc, c'est que ils sont décomposés, en fait, quand ils passent à travers la porte. Du coup, quand ils ressortent, c'est là, à ce moment-là, que l'homonculus originel a fait en sorte, dans son cercle de transmutation, de se recomposer en tant que pierre philosophale, entre guillemets. Ok. Et est-ce qu'il se quitte en bon terme ou pas? Je me rappelle plus. Ah non, pas du tout. Mais comment ça se passe? Tu vois, je me rappelle plus. Comment quand les deux reviennent après cet événement, tu vois, et... il se passe quoi? De quoi? Parce qu'ils reviennent au même endroit. Bah en fait, juste après, ils reviennent au même endroit. Et du coup... T'as Hohenheim qui erre et qui voit tous les cadavres de tout le monde. Et là, il me semble, dans la scène, tu as le père qui surgit avec le corps, du coup, même corps que Hohenheim. Et il me semble qu'il y a un dialogue un peu conflictuel. Okay. Et que les deux partent de leur côté. Et du coup, Hohenheim va répandre... lui, il va aller répandre l'alchimie Yaxing. À partir de ce moment-là, le père va commencer à échafauder son plan de 2000 ans pour faire ça, mais fois 2, je crois, parce que c'est encore plus grand à Mestris. Ouais, je crois que c'est 5 millions de personnes. Ouais, c'est plus que fois 2. Ouais, à Mestris, c'est 5 millions de personnes, et cette fois-ci, il va aspirer toutes les 5 millions d'âmes, du coup. Peut-être expliquer le plan du père. Vas-y. Ouais. Du coup, son plan, c'est de refaire comme Xerxès. À plus grande échelle. À plus grande échelle, mais encore mieux, parce que du coup, en fait, il veut utiliser les 5 millions d'âmes des gens comme moteur, en fait, comme moyen pour être assez puissant, pour contenir Dieu en lui, pour contenir la vérité. Ouais, parce qu'en fait, il a peur quand même de la vérité. Ah bah oui, carrément. Ouais. Et du coup, il se dit qu'avec ça, avec ce nombre d'âmes, il est peut-être en mesure de la contrer. Voilà, et en gros, c'est un peu chelou ce qui se passe. Il va ouvrir la porte de la vérité de la Terre, parce qu'il considère que la Terre est un être vivant à part entière, je crois. Ah oui. Et du coup, ça va ouvrir la porte de la vérité de la Terre. Et le fait qu'il ait ces 5 millions d'âmes en lui va lui permettre d'extirper la vérité de sa porte et de la manger, en fait. Ouais, ça... Ouais. Concrètement, il la mange. Ça me faisait trop penser à une scène de Evangelion. J'ai pas tout vu, Evangelion. Alors, j'ai pas tout vu non plus. Ok. Et j'ai même regardé un épisode. En fait. D'accord. Ouais, mais j'ai vu des trucs sur internet où en fait, t'as une scène de Evangelion où t'as un géant, t'as une explosion, t'as machin, et ça me faisait beaucoup penser à cette scène. En gros, tu vas avoir le père qui est géant, qui va manger. Ouais, il la mange en fait. Vraiment, il la mange. Ah oui, il la mange. Hein. Et c'est vrai que, tu vois, dans un... On va dire, oui, ça reste un shonen, mais je trouve que l'accent, il est pas forcément mis sur les combats. Même, ils sont bien, hein. Ils sont stylés. L'histoire est vraiment très bonne. Et je dirais que c'est quand même ça qui rend le manga plus intéressant peut-être et meilleur que la plupart des shonen. Et que c'est pas forcément avec les combats qui s'illustrent le plus. Bah, je trouve qu'il est différent quand même de la plupart des shonen parce que Edouard et Alphonse sont pas dans l'objectif de « moi je veux devenir le meilleur des pirates ». Je veux devenir le héros numéro 1, je veux devenir le guerrier le plus puissant de l'univers ou quoi. Ils ont pour objectif, chacun d'entre eux en fait ont un objectif qui est pas uniquement égoïste, tu vois. C'est-à-dire que l'objectif de Edward, c'est de retrouver le corps de son frère, l'objectif de Alphonse, c'est de retrouver le corps de son frère, tu vois. Ils avancent ensemble et ils se combattent un peu l'un pour l'autre. C'est ça que je trouve cool aussi. Oui, c'est vrai. Et puis ils sont pas forcément en quête de puissance, ça c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de power-up ou de trucs comme ça, ce qui est plutôt bien. Hein.
À part peut-être le petit power-up de Alphonse quand il se remémore son passage dans la vérité. Qui lui permet du coup de c'est honnête, transmuter. Ouais, voilà. C'est pas abusé. Ça paraît logique un petit peu. Après ça, je me demande si elle l'avait dès le début, tu vois. Je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense pas. Quoique, parce que le délire d'amnésie, il apparaît quand même dès le début quand ils vont dans tu vois, quand ils vont affronter les gens qui sont dans des armures là. Ouais, je me rappelle bien, ouais. Et bah il y a ce délire dans aussi. L'entrepôt, là, ouais, dans l'entrepôt, dans le truc, dans la cité d'expérimentation là. Il y a ce truc de Alphonse ne se rappelle pas de tout parce qu'il est dans une armure, parce qu'il est pas dans son corps d'origine. Et il a des relents de son corps d'origine qui est derrière la porte. Il y a un truc aussi qu'on n'en a pas parlé et qui a quand même marqué la plupart des gens qui ont vu Full Metal, c'est les chimères. Oui, ouh. Je pense que le moment-là aussi, c'est un des plus marquants du manga. C'est vrai que comment ils amènent ça? Parce qu'en plus de l'alchimie, t'as un scientifique qui... Bah, en fait, ils amènent ça avec Shao Tucker, qui est un alchimiste d'État. Ah oui, c'est vrai. C'est un alchimiste d'État qui travaille sur la transmutation d'animaux, sur la transmutation d'êtres vivants, en fait. Qui n'est pas pareil que la transmutation humaine, du coup. Parce que... Puis il est assez... Au début, la première fois qu'on le voit, il est assez... gentil, en vrai. Gentil, et puis il a une réputation, dans le sens où, le gars-là, il sait quand même manipuler la transmutation animale, ce qui est apparemment très 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 difficile, donc il est considéré comme un élite, quoi. Ouais. Et il a pas un surnom aussi? Si, surnom en mode boucher ou un truc comme ça? Dès le début? Dès le début, je crois. Hein. Ok, ça je me rappelais pas, mais c'est possible. Ce qui, du coup, étonne les frères Elric, parce qu'il est vachement gentil. Ouais, possible. Enfin, vachement gentil. Mais du coup, en fait, ce qui va se passer après, c'est que cette scène, elle est horrible. Elle est atroce. En fait, on va s'attacher pendant plusieurs épisodes à la fille et au chien de ce mec, Shao Tucker. J'allais inverser 2 syllabes dans le nom. Ça ferait pas bon ménage. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était dans la parodie justement dont je t'ai parlé, où ils disent ça, et ça m'est venu en tête, bref. On va s'attacher à la fille et au chien, et au final, à un moment, la fille et le chien ne sont plus là, Edward et Alphonse reviennent sur les traces de Shao Tucker, et ils vont découvrir une chimère qui a une apparence de chien bizarre, vraiment ça fait très Uncanny Valley. Et elle va dire la même phrase que disait la fille de Shao Tucker, et du coup, on comprend que c'est la transmutation entre le chien et la gamine. Et ce moment est horrible. Si je me trompe pas, lui, il a une obligation de résultat. En gros, il doit continuer ses recherches et montrer à l'État pour continuer de recevoir des subventions, il doit montrer qu'il avance. Et vu qu'il galère à avancer plus que ce qu'il a déjà fait, c'est le moment-là où il décide d'utiliser sa fille. Exact. Ce qui, par contre, est un peu bizarre. C'est un truc que je trouve un peu bizarre dans le manga. Pourquoi ? Parce que, du coup, il galère. Mais je sais pas si tu te souviens, on voit 2 mecs qui sont des chimères. Le porc-épic et le lion, là. L'espèce de cochon. Ouais, je m'en rappelle bien. Mais du coup, si eux existent à ce moment, je trouve ça un peu bizarre que... qu'il n'arrive pas à faire. Tu vois. Ouais. Ça, c'est peut-être un des seuls défauts. Donc justement, qu'elle aurait un peu créé ce moment émotionnel puissant, alors qu'en soi, il n'y a rien qui l'oblige. Ouais. Après, la transmutation est ratée. Donc en quelque sorte... Oui. Elle est incomplète. Elle est incomplète, elle est ratée. Donc, en fait, ça va, mais en même temps, il sait faire, parce que du coup, c'est lui qui a fait les chimères, à moins que je me trompe, mais de mémoire, c'est lui qui a fait les 2 autres chimères qui, du coup, sont parfaitement complètes et sont capables de se transformer d'humain à... Ou alors ses pères. Pleinement animal. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas, j'ai un doute aussi. Mais c'est vrai que du coup, dans ce cas, c'est un petit incohérence. Ouais. Donc rien de trop grave. À moins qu'il ait perdu la main de son alchimie, mais du coup ça c'est pas dit, tu vois, dans le manga. C'est pas dit. Non, je regardais juste la saturation, mais on est bon. Bah écoute, si tu veux encore mentionner une ou 2 théories, ou alors des éléments du manga qui t'ont vraiment plu, en tout cas moi je suis déjà content parce qu'on est revenu un peu sur l'ensemble, une partie de l'intrigue, les méchants, les personnages. Un dernier truc sur Shao Tucker, c'est que quand même dans le premier animé, il est plus développé que dans le manga et dans FMAB, tu vois. Parce qu'il dans Brotherhood et dans le manga, il se fait tuer par Scar. Oui. Quasiment instant dès que Scar découvre sa fille. Ce qui en reste. Ce qui reste de sa fille. Oui, c'est vrai. Tandis que dans FMA, le premier, il vit longtemps après, Scar le tue, mais en fait on découvre qu'il est pas mort et qu'il justement il s'est transmuté lui-même avec un animal qui est horrible d'ailleurs, il est immonde.
Je me rappelle plus quel animal il a pris. Je crois que c'est une sorte d'ours. Mais sauf que sa tête, elle est à l'envers, il est dégueulasse, tu vois, avec des oreilles un peu comme ça, il est affreux. Et qu'il essaye de ressusciter sa fille encore, de ramener sa fille à partir des restes, et que sa fille, je crois que ça devient une sorte de femme oiseau, un truc comme ça. Ok. Bah après, c'est bien que t'en parles. Est-ce qu'on dirait rapidement les grosses différences entre les deux animés? Ouais. Et donc entre le premier animé et le manga. Alors déjà, je trouve que le début, tu vois, disons, l'introduction, elle est la même entre les deux. Jusqu'à ce qu'ils se séparent vraiment du manga. Voilà. Mais celle de FMA, le premier, est plus développée quand même que celle de FMAB. Ouais, ils ont pris plus leur temps. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils pressentaient, tu vois, qu'ils allaient aller plus vite que le manga ou pas? Mais en fait, c'est parce que pour FMAB, c'était le même studio qui avait fait déjà le premier animé, et ils avaient pas envie. Tu crois qu'ils avaient la flemme? En fait, ils l'ont dit. Ils avaient pas envie de refaire exactement tout ce qu'ils avaient déjà fait. Je peux comprendre. Donc c'est pour ça que c'est moins développé. Un peu plus, C'est pour ça qu'ils ont rushé un peu plus l'introduction jusqu'au moment où ça se sépare un petit peu au niveau du scénario. Oui, il y a quand même des grosses différences au niveau du scénario. Hein. Oui, après ça a vraiment plus rien à voir. Donc déjà, il y a des homunculus qui sont pas les mêmes. Il y a un rapprochement qui est fait avec notre monde qui est complètement absent de FMAB. Il est là, mais beaucoup moins, tu vois. Beaucoup moins, parce que là, il y a quand même une interaction directe avec notre monde. Mais après, il y a quand même, je trouve, une référence, je pourrais en parler après, vas-y. Mais il y a quand même une référence à notre monde dans FMAB quand même. Où ça, par exemple? Je trouve dans Amestris et les relations qu'elle a avec les autres pays. Oui, mais c'est une inspiration. C'est une inspiration, c'est pas genre, notre monde, il est pas mentionné. Ça pourrait ne pas exister. Bien, Alors que dans... Oui, il est directement mentionné. En fait, s'il n'y a pas notre monde, l'autre, Fritz Lang, le père... ça m'a bien fait rire. Ouais. Mais c'était sympa. Et du coup, on peut le dire, ils vont carrément, dans le film Ishbala... Conqueror of Shambhala. Conqueror of Shambhala. Venir dans notre monde et rencontrer le pendant d'Amestris, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. Ouais, carrément. On peut le dire. Hein, avec un Hughes nazi. C'est affreux de le voir comme ça, c'est terrible. Et du coup, avec des figures emblématiques de l'époque, notamment Adolf Hitler, Fritz Lang. Fritz Lang qui d'ailleurs a la même tête que Bradley, ce qui est très étonnant parce que du coup, Fritz Lang est super gentil dans Conqueror of Shambhala, alors que Bradley est une ordure. C'est vrai que c'est perturbant. C'est perturbant, mais en même temps on kiffe bien, tu vois. Et ils utilisent en fait les morts de la Première Guerre mondiale pour alimenter l'alchimie, littéralement. Dans le monde de l'alchimie? Ouais. En fait, c'est pas seulement de la Première Guerre mondiale, c'est tous les morts. Tous les morts. C'est les âmes des... Enfin, c'est les âmes des morts en général. De ressources. Quoi. Qui passent par la porte de la vérité. C'est pour ça que dans la porte... Il y a tous ces petits yeux, ce sont toutes les âmes des morts qui passent par la porte de la vérité et qui sont l'alimentation en fait de l'énergie, de l'alchimie en fait dans le monde. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. C'était cool en plus quand même de relier les deux mondes, d'en faire. En fait, je crois que c'est un des seuls mangas, ou même animés, qui fait ce genre de pari osé de mêler le monde réel avec le monde de fantasy. Surtout qu'en plus, le manga de base était pas du tout dans cette optique-là. Donc c'est d'autant plus pose, tu vois. Et ça marche. Ouais, parce que les deux sont quand même de bonne facture. Est-ce que tu vois une autre grosse différence à mentionner entre les deux ou pas? Dante. Oui, pas du tout le même méchant quand même. C'est vrai. Ils ont rien à voir. Non, ils ont pas grand-chose à voir. C'est le plan de Dante, c'est quoi exactement? Le plan de Dante, c'est d'essayer de survivre le plus longtemps possible, en fait. Ouais, c'est aussi d'acquérir une certaine immortalité. Elle veut acquérir l'immortalité, elle a déjà acquis une forme d'immortalité. En fait, elle essaye de retrouver une pierre philosophale, encore une. En fait, c'est ce qu'elle fait. Elle essaye de reproduire ce qu'elle fait depuis des siècles, c'est-à-dire, elle veut refaire avec Amestris ce qu'elle avait fait avec Xerxès, avec Hohenheim. C'est là où il y a une grosse différence aussi avec Hohenheim, c'est que dans FMA normal, c'est un génocidaire, quoi. Enfin, dans le premier concrètement. Parce que du coup, avec Xerxès, c'était son plan de faire ça, par pur égoïsme, avec Dante, et du coup, elle veut reproduire ça avec Amestris. Oui, tout à fait. Pour avoir une pierre philosophale, même si elle sait pertinemment, c'est là où la morale est plus pessimiste, même si elle sait pertinemment que ça va pas durer.
parce que le corps a un rejet, je sais pas si tu te souviens dans le premier. Ouais, et que elle est obligée de reproduire la chose de plus en plus régulièrement. Exactement, voilà, ouais. Parce que le corps rejette et la pierre philosophale se consume de plus en plus vite et même leur corps pourrit. Et il y a un truc avec Hohenheim, il mettait toujours du parfum pour pas qu'il sente, pour camoufler l'odeur de son corps qui pourrissait. C'était une bonne idée aussi. C'était une bonne idée aussi. Et c'était une morale vachement plus pessimiste, plus sombre. Qui joue aussi sur les instincts humains, c'est-à-dire tu vas essayer de prolonger ces moments alors que tu sais qu'au final, à un moment, tu n'y arriveras pas. Quoi. Et Hohenheim a une sorte de rédemption en acceptant sa mort, ce qui n'est pas le cas de Dante, et voilà. Bah écoute, est-ce que tu as encore envie d'aborder une théorie Alors après, spoil peut-être pas tout, parce que sinon si tu racontes toute ta vidéo, tu vois, c'est pas intéressant, mais si tu as envie, une dernière ou un autre truc qu'on a oublié. D'ailleurs, il y a 2 films, si je me trompe pas, non? Bah il y a un autre OAV, mais il est pas canon. Je l'ai pas vu non. Ah, il est pas canon? Non. Ok. Bah sinon, il y a une grosse référence quand même à l'Allemagne du XXe siècle. Ça, c'est indéniable, je pense. Alors, donc il y a bien Conqueror of Shambhala, The Sacred Star of Milos. Oui, voilà. Et je ne l'ai guère vu. Et ils en mentionnent 2 autres, d'ailleurs, qui sont sortis en 2022. What? Ah, mais qui sont en live action. Ah, je l'ai vu, le live action. Mais il y en a 3. Donc il y a Full Metal Alchemist, qui je pense est un film, qui est sorti en 2017. Et il y a eu La Revanche de Scar en 2022 et La Transmutation Finale en 2022. En live action? En live action. Mais peut-être qu'ils sont sortis qu'au Japon, parce que je vois qu'il n'y a même pas de lien, tu sais, cliquable sur Wikipédia. Donc ça veut dire que... C'est terrible. J'ai vu le premier live action. Et c'est une catastrophe. C'est une merde infâme. Okay. C'est une bouse. C'est une bouse, j'ai jamais vu ça. Ah si, c'est niveau Dragon Ball Evolution. Ah ouais. Même peut-être un peu moins. Parce que les perruques, frérot. Cool. Les perruques. Waouh. Et c'est vrai que du coup, t'as raison, parce que... en fait, il y a un OAV pour le premier animé, et il y a un OAV apparemment pour Brotherhood, qui est donc l'étoile sacrée là, de Milos, que j'ai pas vu. Ouais. Un truc déjà que je trouve idiot dans le live action, c'est que tout le casting est asiatique. Alors que, oui, pour le coup, c'est insensé. Ce qui est débile, tu vois. Parce que autant de base, c'est vrai que nous on le fait aussi dans le cinéma occidental. On fait beaucoup de whitewashing, voilà. Mais là pour c'est le coup, absurde parce que ça a inspiré de personnages qui ne sont pas asiatiques. C'est clairement germanique. À part Izumi Curtis aussi. Ouais. Mais c'est tout. Lynn, mais c'est tout. C'est vraiment. Sinon tout le reste est. C'est des occidentaux. Des occidentaux germaniques parce que c'est quand même très inspiré de l'Allemagne du XXe siècle. Enfin, et peut-être, Xérès, c'est plus des Perses, Moyen-Orient et tout. Ouais, voire des Grecs à la limite, mais tu vois, cité antique, civilisation antique. Quoique dans le premier animé, la cité de Xerxès, d'ailleurs qui n'est pas nommée Xerxès, c'est la cité en ruine ou les ruines souterraines, un truc comme ça, ressemble beaucoup à un monde type 19e siècle, tu vois. L'architecture de la cité, de la ville, est beaucoup plus moderne. Occidentale, du coup ? Ouais. 20e siècle, tu veux dire ou... C'est plus récent ou plus ancien ? Plus récent. D'accord. Donc genre... Plus récent que le Xerxès de FMV, ah oui, d'accord, ok. Donc c'est vraiment architecture 18e, 19e, presque victorienne. Voilà. D'accord. Par contre, est-ce que tu penses qu'ils avaient eu des indications de la mangaka pour savoir ce qui s'était passé à Xerxès? Parce que mine de rien, on a quand même cette idée de cercle de transmutation énorme qui va tuer de nombreuses personnes pour récupérer un pouvoir, ou tu vois, même avec Dante. Ou est-ce que tu penses que eux ils l'ont pré-shot de leur côté, quoi? Je pense qu'ils auraient peut-être des infos quand même. Ouais, je pense aussi. Parce que je me dis, c'est quand même gros de pré-shot le truc là, quand même. À moins qu'ils aient l'intellect de Hugh, du coup, et qu'ils aient tout prévu depuis le début. Mais sinon, ouais, c'est balèze. Ouais. Mais je trouve le scénario bon. Ouais, moi aussi, les deux. En vrai, on conseille les deux. J'aime beaucoup, ouais. On conseille les deux. Bon, bah Enzo, c'était un plaisir. C'était super cool. À la prochaine, alors. Ciao, ciao. Salut. Je m'en vais. Au revoir. Je me casse. Drop the mic.